Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens, avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tout ce qui bloque dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans le 34e épisode de Sensoscopie avec Xavier Clion. Aujourd'hui, nous voyageons dans les années 70-80, dans un petit hameau des Deux-Sèvres. Nous allons découvrir comment on peut construire une vocation quand même le conseiller d'orientation peine à trouver la voie. C'est un monde où chaque geste, chaque expérience, chaque rencontre façonne le chemin loin des lumières de la capitale, mais au plus près de l'apprentissage et du désir de faire. Comment on cultive l'art de se mettre en roue libre par la pratique, la discipline joyeuse, où la voix, le corps s'ouvrent à la sensibilité, et où chaque rôle se vit comme une aventure unique, avec ce bouillonnement intérieur, cette vitalité, cette boulimie du jeu qui rend le réel plus intense, plus vibrant, plus réel que le réel. Nous parlerons aussi de l'invisible qui relie les artistes et le public, de cette énergie partagée qui transforme chaque représentation en expérience sensorielle, en instant de vie amplifié. Ici, le théâtre apparaît comme un art de l'existence, exigeant, nourrissant et profondément vivant. Je vous sens tout à fait prêt à écouter la voix de notre invité. Alors je le laisse sans plus attendre se présenter. Je suis Xavier Clion, je suis comédien de théâtre. Magnifique. Avant qu'on poursuive cette exploration sensorielle d'un comédien de théâtre, j'aimerais qu'on revienne à cette photo que vous avez amenée, qui est absolument charmante. Non mais c'est toute une époque cette photo. Il faut me raconter cette histoire. C'est toute une époque. Alors c'est une photo de classe, donc voilà, tous les ans, le photographe passait dans l'école primaire, c'est une photo du primaire. Je ne sais pas exactement quelle année... Enfin, je sais pas trop, c'est pas écrit dessus. C'est 8-9 ans ça, mais, non ? ouais, voilà, donc on doit être en 78, 79 ou 80, par là. Donc c'est la photo portrait, parce qu'il y avait la photo de classe d'ensemble, et puis après chaque élève passait devant le photographe pour avoir sa photo à lui personnelle. Ou bien à deux, quand il y avait une fratrie. J'ai des photos avec mon frère, mais là je suis tout seul, donc mon frère devait... Déjà, il a 2 ans de plus que moi, mon frère. Il devait déjà avoir quitté l'école primaire, ou il n'était pas là sur là. Bref, donc petite coupe maison. La coupe de cheveux, c'est maman qui nous coupait les cheveux, donc voilà, c'est une frange droite. Elle s'embêtait pas trop ? Ouais, elle faisait ce qu'elle pouvait faire. J'ai des souvenirs de ma mère, donc qui coupe les cheveux derrière. Et puis, oh là là, j'ai fait un trou. Oh mince, comment je vais rattraper ? Et toi, t'es là, tu fais, mais non, mais quand même, c'est ma tête. En tout cas, on a une coupe assez bol, on va dire. Ouais. La fameuse coupe au bol de l'époque, je pense. Assez magique, Ouais. avec le recul. Et puis ce pull qui donc certainement a été porté par mon grand frère avant moi, son grand cousin avant lui et le grand frère du grand cousin avant lui. Donc Mais on se transmettait les vêtements, c'était d'une autre qualité à l'époque. Quand le frère de mon père venait rendre visite familiale 1 ou 2 fois par an, donc avec sa femme et ses 2 fils, Françoise, donc la femme de mon oncle, venait avec les fringues trop petites de ses 2 fils, donc du grand-fils qui les avait déjà passés au petit, et puis quand c'était trop petit, ça passait à mon frangin, puis après à moi, quoi. Donc voilà, la dernière mode parisienne, mais 8 ans plus tard. Magnifique, vraiment magnifique. Quel souvenir sensoriel de cet univers de l'époque, au-delà de cette photo de classe
Elle est où cette école? C'est à Fontfrérou, c'est vraiment la campagne. C'est même pas un village, Fontfrérou, c'est un Hameau. hameau, ouais. Des fermes, quoi, et puis quelques maisons. Et puis une école, quand même. Donc l'école à l'ancienne, avec monsieur et madame Chéniaud, en l'occurrence. Ah, bah, François Chéniaud? Non, non, je je ne rigole. pense pas. Pardon. J'ai jamais fait le rapprochement. À tel point que, oui, quand vous m'avez dit Chéniaud, je me suis dit de qui on parle? Je connais un Chéniaud. Ah oui, c'est vrai, François Chéniaud. Mais non, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Non, C'est non. le fils caché des Ouais, non, instituteurs. non. Non, non, non. En plus, leurs enfants étaient dans l'école avec nous, donc non, non, on les connaissait. Donc monsieur et madame faisaient... Donc monsieur et madame Chéniaud, donc madame s'occupait de la petite section CP-CE1 et puis monsieur des CE2, CM1, CM2. Voilà. Quel Dans- souvenir de cette époque? De ressenti? Qu'est-ce que je peux dire? C'est un peu d'ennui quand même, globalement, dans ces campagnes où finalement je sortais pas beaucoup. J'avais un père qui gardait beaucoup la cellule familiale, donc voilà, si on sortait, fallait dire où, quand, comment, avec qui, donner les adresses, l'horaire de retour, et être revenu à l'horaire où on avait dit qu'on était revenu. Enfin, tout ça était très très Codifié, ouais, cadré. et puis ouais, cadré, surveillé et puni si ça se passait pas comme prévu. Donc c'était plus simple d'éviter de sortir finalement. Donc voilà. Euh, Des lectures, des... ouais, Quelle activité? je lisais beaucoup de BD, ça j'aimais beaucoup. J'écoutais des disques, mais les premiers disques que je me suis achetés, c'était au lycée, donc j'écoutais les disques qu'on avait bien voulu m'offrir ou me donner. Les disques que ma mère voulait plus, les disques que ma cousine nous filait, les disques que mes oncles et tantes nous offraient, ou que ma mère m'offrait quelquefois. Les Fabulades d'Anne Sylvestre, c'est ma mère qui les offrait, par Exceptionnel. exemple. Mais aussi Gérard Philippe qui raconte Le Petit Prince. Oui, oui, et puis j'avais mon tourne-disque dans ma chambre, donc voilà. Enfin, oui, les sons pouvaient vraiment. C'est l'avantage de la campagne, c'est qu'on avait une grande maison et que donc chacun avait sa chambre. Mon frère avait sa musique dans sa chambre, qui était à côté de la mienne, donc je pouvais en profiter de temps en temps, mais on n'écoutait pas du tout les mêmes choses. Mes parents avaient leur grande chambre où ils avaient leur. Alors, pas de musique dans la chambre de mes parents, la télé. La télé de la famille était dans l'armoire, dans la chambre de mes parents. Et donc vous alliez regarder la télé dans la chambre des parents? Quand on était invité à le faire. Sinon, non, évidemment. Pas beaucoup de télé à l'époque. Pas beaucoup de télé, non. Et ma mère m'a dit que mon père avait finalement quand même accepté la télé de ses parents pour qu'on ne soit pas trop déconnecté à l'école de ce dont tout le monde devait parler. Il y a des choses qui étaient des vrais rendez-vous familiaux parce que mon père les kiffait et que donc du coup tout le monde était convié à les voir. C'était la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, c'était Merci Bernard, c'était Info quand Coluche s'y est mis un peu plus tard, c'était toutes ces émissions-là. Ouais. L'école des fans? Oui, mais C'est alors après? ça c'était les dimanches. Si, l'école des Ouais. fans, absolument. Mais Jacques Martin, tout le dimanche. Jacques Martin squattait la télévision Mais du publique coup, vous tout le passiez la dimanche. journée dans la chambre des parents? Ah ben, il y a eu une période comme ça, ouais, où, Il n'y avait pas de salon. où le dimanche après-midi, si, mais comme la télé n'était pas dans le salon, si c'était activité télé. Et le dimanche, ouais, ça pouvait vraiment enchaîner. Donc l'école des fans, thé dansant. Enfin, je sais plus, il avait je sais pas combien d'émissions les unes derrière les autres à l'époque. Euh, et on regardait tout ça, ouais. Puis il y avait le rituel du thé avec les petits gâteaux, les pims à l'orange du dimanche après-midi. Comment on arrive à devenir comédien avec une enfance nourrie d'un petit village des Deux-Sèvres Alors, par hasard, et au lycée, vraiment plus tard. Euh, Parce que donc moi c'était le dessin plutôt, et du coup je voulais être dessinateur de bande dessinée, gamin. Et au collège surtout, j'avais un pote, Christophe Comte, alors, on avait commencé plein de BD ensemble, on n'en a fini aucune, on en a commencé plein, avec on se parlait des personnages et tout ça machin. Donc lui c'était le scénario, moi c'était le dessin. Et voilà, Il y avait du jeu déjà était quand comme même. Oui, Du oui, jeu, carrément, ouais. carrément, Ouais. carrément. Mais c'est là où le théâtre a été une rencontre
enfin, où il y a eu la bascule, mais sauf que le théâtre ne faisait pas partie de mon univers, je n'y allais pas, je ne savais pas, enfin, je savais que ça existait, mais c'était pas... Des pièces à la télé? Non, même pas. Même pas, donc pas... Voilà. Non, ça existait hein, au Parce théâtre que ce vous soir, lisiez, mais on ne les ouais. regardait pas. Ou Non, vous non. lisiez à l'école peut-être Non, du non, alors j'ai Molière vu ma mère jouer la farce du Cuvier dans une espèce de fête de campagne, métier d'autrefois, machin truc, voilà. Ça, je me souviens d'avoir vu ça, donc sur des tréteaux en extérieur, un one-shot. Et puis au foyer rural de Souvigné, il y avait quand même, mais c'était la femme du boulanger, machin truc, qui jouait au théâtre ce soir, quoi. Je saurais même pas dire quelle pièce, mais voilà. Mes seuls souvenirs, enfin les seules pièces que j'ai vues, c'était ça, c'était du théâtre amateur de campagne. Oui, donc aucune transmission enfant en tous les cas. Non, Hmm. non, pas du tout la culture de ça. Mais par contre le dessin, ma mère faisait du dessin, de la peinture, se piquait un peu, de la gouache, du crayon, enfin bref, plein de trucs. Et toutes sortes d'activités manuelles. Elle était prof de MT par ailleurs, donc toutes sortes d'activités manuelles qu'elle développait, puisque en plus c'était ça qu'elle était chargée d'enseigner à ses élèves. Donc vous serviez de cobaye. Éventuellement, ouais. Bon, on a appris plein de choses à la maison avec mes parents 68 arts. Le macramé, le tricot, la couture, enfin tout ça, on m'a appris tout ça. Puis on était deux fils, donc la question du genre se posait pas. Soit on transmettait, soit on transmettait pas, quel que soit le genre des enfants. Je sais pas ce qui serait passé s'il y avait eu des filles, mais on était deux fils. Donc on nous avait appris tout ça. Ma mère nous avait appris tout ça. Bref, je m'éloigne. Donc le dessin. Et du coup, j'ai demandé à faire une A3 dessin. Et donc, il fallait aller à Niort, à 30 km. J'étais interne. Et donc, j'ai fait la fête des internes à Noël. Et une CPE m'a dit « Mais Xavier, on fête le centenaire de l'établissement cette année. Il y a un grand spectacle qui se prépare. Il faut absolument que tu en fasses partie. » Ah bon, ok, je suis allé voir. Casting sauvage. Ouais, voilà, un peu. Donc je suis allé voir, effectivement, ils ont dit oui, mais pourquoi pas, bien sûr, viens, plus on est de fous, plus on rit. Tiens, ah bah oui, tiens, ce rôle-là, ça pourrait être sympa, justement. En 68, j'avais les cheveux très longs à l'époque, donc en 68, on aurait besoin d'un personnage, tu pourrais le faire très bien. Vous avez joué R. Bon, c'était juste deux phrases, mais ça marchait très bien, je me souviens du petit effet que ça produisait. La phrase était « Salut Pierre, combien tu veux de fromage de chèvre ?» Avec les cheveux longs, on avait au milieu, le petit bandeau, ça marchait hyper bien. Ça va très bien avec la photo. Ah mais oui. Et puis moi, ça ne me changeait pas de mon univers, effectivement. On était dans la continuité. On était dans la continuité totale. Les années 70. Voilà. 70-80. Mais donc la découverte de ça, du théâtre, et puis donc du coup après cette expérience de seconde, il y a un club théâtre qui s'est créé au lycée et j'ai continué d'en faire partie. Donc ça s'est vraiment développé avec metteurs en scène, parce qu'ils avaient, pour le centenaire du Bahut, ils avaient mis les moyens, il y avait 2 metteurs en scène professionnels, un éclairagiste, une chorégraphe, enfin une danseuse professionnelle, un mec qui faisait le son, enfin c'est un gros truc. Ouais, grosse prod. Ouais, grosse prod. Ils avaient monté tout un gradin au milieu de la cour du Bahut, donc pendant 3 mois. On répétait au milieu de... C'était Avignon, quoi. Ouais, mais c'était incroyable, parce que du coup, le lycée lui-même n'était plus un lycée. Au centre du lycée devenait cette préparation-là. Enfin, c'était magique. Donc, derrière création d'un atelier théâtre, donc j'ai continué à faire partie. Et puis, tous ces personnages que tu t'ingénies à dessiner, parce que ce qui m'intéressait le plus dans le dessin, c'était l'humain, c'était le personnage, c'était l'acteur, j'allais dire. Du coup, tu peux les devenir toi-même, en fait, au théâtre. Mais bien sûr. C'est-à-dire tu rentres dans la 3e dimension. Et non seulement tu rentres dans la 3e dimension, parce que ça devient toi, mais en plus, il y a plein de gens autour qui y croient comme toi. C'est-à-dire soit qui jouent avec toi, ou qui viennent voir pour suivre les aventures de ton personnage. Et si tu fais « Ouais, Shazam, je te pétrifie », tout le monde croit que tu pétrifies. Et tu as le pouvoir en vrai, puisque tout le monde fait que ça marche, quoi. Alors que le dessin, tu es quand même tout seul à ton bureau comme un concon, et enfin, pas du tout là, tout d'un coup. Ouais, c'était waouh. Donc là, vous changez de dimension. Ouais, là, on change de dimension. Et ça va vraiment ancrer quelque chose de pérenne. Derrière, ça s'enroule. Comment ça se passe? En fait, j'étais un élève scolairement qui marchait très bien. Mes parents étaient profs et éducateurs, donc j'avais bien compris comment ça fonctionnait. J'avais pas besoin de me fouler trop pour avoir des résultats. Sauf qu'arrivé en début de terminale, catastrophe. Premier trimestre,
vraiment que des notes en dessous de la moyenne, enfin ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie. Enfin, Il y avait eu un événement particulier ou juste c'est devenu dur? Eh ben, en fait, donc branle-bas de combat, le prof principal va discuter avec tous les profs les uns après les autres, et puis convoque mes parents et dit bon, écoutez, on ne sait pas ce qui se passe, mais enfin, ça ne devrait pas se produire, quoi. Tout va bien. Xavier a toutes les capacités, donc c'est lui qui bloque. Et mon père a eu cette intuition absolument incroyable de dire écoute, si c'est parce que tu flippes, parce que tu ne sais pas quoi faire après ton bac, ce serait quand même dommage de ne pas l'avoir juste pour ça. Donc, nous, on t'offre une année sabbatique, mais il faut que tu aies ton bac cette année. Moyennant quoi, je me suis remis à bosser, j'ai remonté les notes, j'ai eu mon bac avec mention, et mes parents m'ont offert une année sabbatique l'année suivante, où j'ai pu me poser la question de mais quoi faire de ma putain de vie? Parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie, mais vraiment pas, quoi. Oui, la parenthèse enchantée théâtre au milieu de la cour pour les 100 ans du lycée n'avait pas été suffisante à déclencher une vocation. Mais jamais de ma vie, j'aurais pu me dire que Oser. c'était un métier, en Oser fait. le penser. Parce que j'avais beau être à Niort, qui était donc la grande ville des Deux-Sèvres, enfin, il n'y avait pas d'acteurs. Je ne savais pas que des gens pouvaient être acteurs de métier. Enfin, c'était un truc, ouais, c'était pas trop pensable pour moi, quoi. Et quand je suis allé voir le conseiller d'orientation en lui disant acteur, ça marche comment? Il m'a dit alors, on se revoit dans 15 jours et je vous réponds. Mais là, vous me posez une colle, là, je ne sais pas, je vais me renseigner. Ah ouais. Ah bah oui. Il n'y avait pas les conservatoires à Poitiers, par exemple? Mais alors si, il y avait même un conservatoire, enfin il y avait une classe d'art dramatique au conservatoire de Niort, mais j'étais pas au conservatoire, moi je faisais pas de musique, enfin Non, je sais, oui, c'est c'était vrai pas qu'en- mon milieu, Non, non, mais c'est c'était vrai. pas. Ouais. Et la danse aurait peut-être pu m'amuser à un moment donné. Je me demande si j'ai pas fait un peu 2-3 cours de danse à Saint-Mexan pendant que ma mère le mercredi après-midi était coincée, je sais pas où. Bon, mais c'est pareil, enfin comme une espèce d'activité. Donc le conseiller bon. d'orientation qui lui dit ben non, enfin ça n'existe pas. Non, mais Voilà. si, quand même, 15 jours plus tard, il me dit bon, bah voilà, j'ai essayé de me renseigner, donc il y a 2 écoles, le Conservatoire de Paris et l'école de Strasbourg. Bon, c'était vrai, alors voilà, c'était les 2 grandes écoles professionnelles publiques de l'époque. Il y avait d'autres possibilités, mais ils ne les connaissaient pas. Et donc, cette année sabbatique, eh ben, j'ai quand même su qu'il y avait donc une classe d'art dramatique au conservatoire. Donc, je suis rentré dans la classe d'art dramatique du conservatoire. Je suis rentré dans la classe de chant du Le conservatoire. conservatoire. De Niort, donc De conservatoire Niort. municipal. Ah oui, il y avait un petit conservatoire Conservatoire municipal. municipal de musique, mais avec quand même une classe d'art Classe théâtre. dramatique. Et puis, bah, du coup, enfin voilà, je m'étais dit, si ça doit être un métier, il faut que, enfin voilà, faut faire toutes les techniques de ce métier. Donc j'ai pris des cours de danse. Alors pour le coup vraiment là, pour le coup, des cours de modern jazz, hein, parce que je n'allais pas faire de la danse classique à 19 ans. Des cours de chant, donc au conservatoire, je suis rentré dans la classe de chant en même temps que dans la classe d'art dramatique. Et puis j'ai pris, il y avait un atelier clown, alors j'ai fait du clown, il y avait enfin ouais, j'ai fait tout ce que je pouvais faire de la branche. Et puis un peu quand même, j'ai continué comme ma mère était prof au lycée à Saint-Mexan, j'ai continué à prendre des cours de philo, maths et anglais, pour au cas où je reprendrais des études un peu normales derrière, pas complètement perdre de fil. Et puis bah, j'ai compris donc que pour rentrer au conservatoire, oui c'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis rentré au conservatoire municipal de Niort, c'est que pour tenter le concours du conservatoire de Paris, il fallait justifier d'1 an minimum de formation au préalable. Et donc il fallait que j'ai au moins cette année. Et d'ailleurs la première année, je n'ai pas pu tenter le concours de Paris parce que j'avais pas une année complète. J'avais commencé les cours, mais je ne l'avais pas fini, donc ça leur suffisait pas, j'ai pas pu tenter le concours. Mais j'ai tenté Strasbourg. J'ai pu mesurer combien j'étais pas du tout au niveau, parce que Strasbourg, c'était, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, c'était un concours ouvert. C'est-à-dire qu'on ne rentrait pas les uns après les autres dans la salle pour présenter sa scène, tout le monde était là. Et on passait les uns après les autres dans l'ordre qu'on voulait, mais devant tous les autres candidats. Mais on voyait aussi toutes les autres scènes. Ah ouais. Moi, j'étais tellement flippé Challenge. que quand ils ont dit qu'ils veulent y aller, j'ai dit, moi, je vais y aller tout de suite, sinon j'irai jamais. Donc, je suis passé le premier.
Et puis après, j'ai vu les autres et j'ai fait oh là là, waouh, mais en fait, c'est tous des vrais comédiens déjà. Enfin, c'est fou. Pour moi, c'était hallucinant quoi, ce qui se passait. Moi, j'avais dû, ça m'a été confirmé par des gens que j'ai fréquentés après, j'avais dû, je pense, passer ma scène. J'imagine que ça devait être un Racine ou un truc comme ça et je devais être comme ça. Enfin, ça devait être vraiment, mais ce truc, c'est bien parce qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de temps avec moi, je pense. Mais Du coup, voilà, vous avez mesuré à ce moment-là le chemin à faire. Ouais, ouais. Et ce qui a été super, c'est que du coup, je suis revenu dans le TGV avec toute une bande qui revenait du conservatoire, de la classe d'art dramatique du conservatoire de Tours. Et il y en a il y en a une, Cécile Loireau, qui m'a sauté dessus en disant ah mais t'as passé le concours ce matin, mais oui bien sûr, mais viens, on est toute une bande et tout ça, viens avec nous, on va se parler tout ça. Et puis je leur dis que voilà que moi je sais pas quoi faire du coup puisque je suis pas pris à cette école. C'était déjà sûr pour moi. Ils me disent, mais viens à Tours, c'est super, tu vas voir, il y a une super classe et tout, nous on y est. Ils avaient passé le concours en bande, donc du coup, comme ils se donnaient les répliques les uns aux autres et tout ça. Et puis, voilà, ils revenaient ensemble. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Je suis parti faire des études à Tours, donc j'ai fait le conservatoire de Tours, conservatoire national de région, à l'époque, en 2 ans, qui est passé à 3 pendant que j'y étais. Et puis voilà. Ça, on est en quelle année? On est en quelle année? Donc j'ai passé le bac en 89, 90, oui, on est en 80, ouais. Voilà, début des années 90. Moi j'étais à Tours 86, 88, moi j'ai été à Choiseul. J'ai fait couture costume à Choiseul. VCM, vêtements création mesure. Conservatoire de Tours. Ouais. Ça s'ancre en tout cas. Ouais, complètement. Et puis conservatoire de Tours, mais quand même donc fac de lettres modernes, pour pas, voilà, parce que quand même pas bien sûr que ce soit vraiment un métier comédien à l'époque. Mais ma grande chance, c'est que effectivement, ce groupe de gens là, que j'ai intégré du coup au conservatoire de Tours, qui revenait du concours de Strasbourg, ils étaient super et ils avaient tous l'ambition de devenir comédiens. Donc ça bossait dans ce conservatoire, mais c'était incroyable l'émulation, quoi. Et la promo dans laquelle je suis rentré aussi, oui, on est plusieurs et on est, je crois, une majorité de tous ces gens-là à être devenus comédiens professionnels après, effectivement. Toute mon activité était au conservatoire, c'était foufou. Et j'ai eu tout de suite mes premiers contrats. L'Opéra de Tours m'a engagé, alors que j'étais qu'en première année. Comment on peut expliquer ces sensations de l'époque et cette rencontre et cette opportunité de ne pas être calé et de se dire oh là là, ils sont tous là et moi je suis là, mais finalement de faire ami avec des gens et puis paf, ça s'enroule, ce qui est quand même une magie des rencontres et des évolutions et des carrières parce que ça se joue des fois sur un fil, mais pourtant il y avait toutes les prédispositions, si on vous écoute, à ce que ça se fasse. Oui, c'est sûr. C'est marrant d'ailleurs, c'est très symptomatique, mais je parle du groupe d'élèves qu'on était au Conservatoire de Tours parce que c'est vraiment ça qui a été génial. Par ailleurs, l'enseignement, on avait Jean Julliard qui avait été élève de Louis Jouvet. Jean Julliard, c'était le pire pédagogue qu'on puisse imaginer. Maintenant, je dis ça. C'est-à-dire qu'il montait sur scène, il disait là, tu fais 3 pas, machin, tu mets le pied sur le banc, tu le dis comme ça, ta réplique, tu la fais comme ça, là, t'arrives comme ça, et ça se dit comme ça et pas autrement, et machin. Oui, c'est-à-dire que de la forme. De la forme, très efficace sans doute, enfin bon, mais après, démerde-toi pour la remplir. Il se trouve que j'avais suffisamment de vibrations intérieures pour effectivement habiter cette forme qui m'était proposée et que j'avais été un élève très scolaire, donc ça m'allait très bien moi en fait. J'étais très à l'aise là-dedans en fait. Donc sans doute pour ça aussi que j'ai été tout de suite reconnu et machin, c'est que ça marchait très bien sur moi, cette méthode pourrie. parce que il y avait suffisamment de bouillonnement intérieur pour que j'y mette des trucs qui débordent un peu le cadre proposé. Mais en même temps, il y avait un cadre très efficace tout de suite, quoi. Donc, Pourquoi ce cadre efficace est-ce que vous avez observé que ça n'a pas convenu à certaines personnes? Parce qu'on dit que c'est un cadre pourri. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous considérez que quelque chose de trop rigide peut enfermer dans quelque chose de négatif? Non, mais surtout parce que c'est que de la forme, vraiment. C'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant.
C'est comme si tout le monde devait jouer Don Juan de la même façon. Enfin, l'interprétation, l'incarnation, c'est le contraire de ça pour que ce soit intéressant. Si tout le monde le joue pareil, alors ça sert à rien. Autant faire jouer des IA. Comment on construit une incarnation? Il faut plus partir de soi et de choses qui sont sans doute moins rationnelles que la forme que la scène doit avoir à la fin. Comment on cultive ça quand on a 20 ans, 19 ans, vous aviez à l'époque? Ouais, bah oui, alors à 20 ans, 19 ans, j'en parlais certainement pas comme j'en parle maintenant, hein. Comment ça se cultive ça, cette finesse-là, ce charisme-là? Franchement, je peux pas répondre autre chose qu'en faisant. Moi, j'étais un boulimique. On l'était tous à l'époque, mais j'étais pas le dernier. Enfin, j'étais un boulimique. Je donnais la réplique à qui voulait. Je n'arrêtais pas d'apprendre des textes, de répéter des scènes. Puis je découvrais tout. Je connaissais rien. J'avais aucun répertoire. Je connaissais ce que j'avais étudié en cours de français au collège et au lycée. Mais donc Molière, Racine. Mais rien du théâtre contemporain, puis rien du théâtre. Je ne savais pas ce que c'était que le théâtre. J'étais allé une fois avec ma prof de français de première à Paris voir Weber et Huster dans Don Juan au théâtre du Rond-Point. Et puis voilà. Donc j'ai aussi découvert, je suis devenu un spectateur assidu du théâtre de Tours, c'est un centre dramatique régional de Tours à l'époque. Ce bouillonnement-là. Mais donc, moi, ma nourriture, elle se faisait en toute inconscience, en fait. Enfin, je ne savais pas ce que je faisais. C'est ça, voilà. C'était spontané, il y avait une spontanéité, il y avait une fraîcheur, il y avait une époque. Ouais. Quand même, qui a ancré aussi toutes ces formes de spectacle, de théâtre et ces façons de transmettre tout ce langage du théâtre vivant, de ce qui est vivant. Aujourd'hui, par rapport à votre parcours, est-ce que vous retrouvez ça? Comment vous gardez intact est-ce que la façon de... Alors peut-être qu'on a fait un bond trop grand entre passer de Tours à aujourd'hui, mais c'est juste pour balayer cette carrière, de comment aujourd'hui cette vitalité, cette sensibilité, cet émerveillement de ce spectateur et de cet acteur boulimique de l'époque, comment on le garde, comment on le cultive, comment on le conserve au fil des années? Il y a des pratiques, il y a des rituels, il y a un état d'esprit. Comment ça se passe? J'ai pas du tout la sensation d'avoir eu besoin de le conserver à quelque moment que ce soit. Après, dans les aventures qu'on fait, bon, alors après on passe dans le milieu professionnel, donc évidemment ça devient aussi autre chose que juste le plaisir qu'on y prend. Donc dans ces aventures professionnelles, il y en a qui sont moins des plaisirs que d'autres. Mais ça n'a jamais atteint le plaisir fondamental que j'ai à jouer. À vraiment ce truc du jeu, quoi. Ouais. Qui est extraordinaire de recréer un réel plus réel que le réel, dont l'ambition que j'ai maintenant est qu'elle soit justement plus du tout formelle, mais aussi réelle que le réel, et plus intense. Alors oui, plus dessinée, bien sûr, parce que pour qu'on propose à des spectateurs, il faut quand même que ça ait un sens. Moi, j'arrive pas à renoncer à ça. J'ai besoin que les spectacles dans lesquels je m'inscris raconte quelque chose, emmène d'un endroit à un autre, fasse partager une expérience, quelle qu'elle soit. Donc vous, en incarnant ça, il faut déjà que il y ait ce sens. Ouais, exactement. Et donc on parle de quel sens du coup? Pourquoi est-ce qu'il faudrait jouer ça devant des gens? Moi j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait jouer ça devant des gens. Sinon j'arrive moins bien à le faire quand même. J'ai fait une saison au parc Astérix parce que voilà, il y a eu des moments où il fallait gagner sa croûte. Et pour le coup, c'était vraiment pas un choix. C'est là où j'ai eu le plus de mal, par exemple. Parce que moi, faire le zozo pour amuser les gens, ça ne suffit pas. Ça fait partie de mes limites. Mais je le constate pour l'avoir expérimenté, hein, ça ne me suffit pas. Je n'arrive pas à me contenter de ça. J'ai besoin d'avoir l'impression que j'apporte quelque chose en plus, Ouais.
une dimension, oui, je sais pas comment dire. Oui, il y a une transmission presque invisible, mais qui existe quand même. Ouais. De... Parce que c'est comme le théâtre, c'est quand même la vie, mais en mieux. Ouais, oui, oui. En tout cas, vraiment, celui que j'aime faire, c'est celui-là, Oui, ouais. parce qu'il vient mettre le Exactement. focus sur. Puis c'est vivant. Enfin, on n'est pas comme au cinéma où on va pouvoir répéter une scène. Il y a une spontanéité de l'incarnation d'un comédien dans le personnage à l'instant T, et une représentation est unique. Comment on garde cette fraîcheur-là Alors, la représentation, c'est très simple parce qu'il y a le public, en fait. Ouais. Et le public fait le spectacle aussi. Vraiment. Dans une grande proportion. C'est pas. L'énergie du public, Bien sûr. le regard. L'énergie, On l'écoute. sent le regard. On sent. Ouais, ouais. Alors, suivant les salles, on le sent plus ou moins bien. Quelquefois, on est là. Ah, mais où sont-ils? Je ne les sens pas. Et c'est une vraie perdition. Parce que du coup, on ne sait pas ce qu'on fabrique. Mais quand on le sent, ce qui est vraiment la plupart du temps, ça se fait avec eux, de toute façon. Oui, parce qu'on entend les réactions, le tout sautement, les respirations. Tout. Mais même, même un silence, on l'entend. Et même surtout un silence. Enfin, Bien sûr. une qualité d'écoute, tout d'un coup, nous oblige, nous aussi, à une concentration. Le spectateur, de la façon dont il prend ce qu'on lui offre, ben, on le fabrique avec ça. Enfin, c'est vraiment très, très, très sensible, ça. Ouais. Donc, voilà. Oui, puis il y a quand même cette magie de ce qui se passe à chaque instant et qu'on n'a pas prévu et qui fait que ça se fait quand même et que ça va tisser quelque chose d'exceptionnel que les gens vont ressentir. Ça, c'est sûr. Comment on arrive à... Donc, en vous écoutant, on sent que c'est naturel chez vous, qu'il n'y a pas eu d'effort particulier à faire, déjà d'avoir en tout cas cette écoute de soi, de donner du sens à chaque personnage dans la manière de l'incarner et de le faire vivre pour le spectateur et d'écouter le retour du spectateur pour que ça s'incarne pleinement. Néanmoins, est-ce que vous avez des petits trucs, je sais pas, des petits rituels ou des pratiques ou un style de vie qui maintient cette qualité d'écoute pour incarner parfaitement? J'ai pas de rituel. Et en plus, chaque spectacle a son histoire particulière par rapport à ça. Ils sont évidemment pas tous la même exigence physique, vocale. Faut chanter, enfin, des trucs aussi basiques pour qu'on comprenne qu'il faut chanter ou il faut pas chanter. Donc on n'a pas besoin d'être au même endroit de l'échauffement vocal s'il faut chanter un truc un peu exigeant plus techniquement ou si c'est juste la question de parler, de voilà. Enfin, bref, et puis quelquefois c'est des spectacles longs, donc il faut être sûr de tenir la longueur. Bref. Donc le rituel, si rituel il y a, il correspondra à chacun des spectacles. Enfin, ils se font naturellement. Les deux que je joue en ce moment, les deux spectacles que je joue en ce moment là. Donc Richard III, c'est un spectacle où on est maquillé, costumé, enfin avec des costumes un peu époque et tout ça, voilà. Bon, bah, du coup, le rituel, il s'impose de lui-même. Et le maquillage est une façon de rentrer dans la... Enfin, voilà. La préparation. De la chose, s'habiller, préparer les accessoires, le machin, voilà. Le rituel, c'est cette... Après, on arrive en s'étant échauffé, pas échauffé, en fonction de où on en est, à l'heure où il faut le faire ce jour-là. Mais je me mets aucune obligation de faire un échauffement vocal avant ou quoi ou qu'est-ce. Et l'autre spectacle de Cœur des femmes, alors là c'est le contraire, il n'y a pas de maquillage, c'est de la fringue contemporaine, enfin, c'est un pantalon à moi qui est devenu le pantalon du spectacle, enfin bref, on est vraiment dans le plus pur naturalisme. Je fais un tout petit peu d'articulation, enfin un tout petit peu, je fais de l'articulation pour être sûr que, voilà, que ça passe, que les muscles autour de la bouche, là, la langue, tout ça, que tout ça est bien réveillé, qu'on va comprendre ce que je dis. Mais pour le reste, j'adore pour le Cœur des femmes, au contraire, plonger dans l'inconnu le plus total, me laisser aller à comment ça va sortir aujourd'hui, je ne sais pas. L'émerveillement à chaque instant de la représentation, Ouais. de se rendre disponible. Donc ça demande quand même une grande confiance en soi, quand même, de pouvoir
s'appuyer sur de laisser faire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même une force d'écoute, je peux me faire confiance à, bon, ok, je chauffe la voix, j'articule, mais j'y vais, je me lance et ça va le faire. Bah enfin, le track, c'est ça. Hein. C'est que de toute façon, et même si on a passé 10 heures avant à s'échauffer la voix, le corps, le machin, le truc, le bidule, on sait quand même pas comment ça va se passer vraiment. De toute façon, on est bien obligé d'accepter quelque part qu'on plonge dans l'inconnu. On ne sait pas comment ça va le faire. On ne sait pas quelle est l'humeur de son partenaire aujourd'hui, comment va être le public, s'ils seront 3 ou 360, enfin bon bref. Et justement, pleinement profiter du moment, ben, il faut être libre. Il ne faut plus être dans la peur, il faut être dans la perméabilité absolue à toute chose et puis se dire, envers et contre tout, que oui, effectivement, bien sûr, on va y arriver. Ouais. Mais franchement, à ce moment où j'en suis de ma carrière, entre guillemets, j'ai pas besoin d'avoir de l'adrénaline pour que l'énergie soit l'énergie qu'il faut pour gérer le nombre de spectateurs qu'il y a, l'espace qu'il y a. Enfin voilà, je vois la salle, je répète dedans. En tournée, quand on en change, voilà, on fait toujours des raccords dans une salle. Il faut prendre la mesure du plateau et de la salle. Donc la technique a remplacé, mais la technique inconsciente. Enfin, c'est musclé maintenant. Oui, c'est musclé. Et puis c'est tout simple. Il suffit d'avoir dit à son cerveau, quand je parle à ma partenaire, je parle au dernier rang de la salle. Et d'avoir repéré où était le dernier rang de la salle. Après, tout le reste se met en place tout seul. Comment ça se passe l'évolution aujourd'hui de la façon de jouer? Il y a quelque chose, là on voit cette gestion donc quand même d'une carrière qui permet d'avoir une aisance à l'intérieur d'un cadre parce que les repères, les choses sont faites, il y a une pratique, il y a une expertise de terrain. Mais parce que parce que je continue de chercher un truc que je n'atteindrai jamais, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça s'éteigne, et qui n'est justement pas une forme, c'est-à-dire un état. À me mettre tellement en danger, en roue libre, en confiance de ce que je sais qui doit advenir et de le laisser faire, que je n'ai plus à penser ni à ce que je dis, ni à ce que je fais, que tout ça finisse par s'intégrer tellement que je n'ai plus qu'à me laisser vivre sur des choses qui seraient beaucoup plus profondes, indicibles, fondamentales que justement à quel moment je me retourne, quelle est la phrase que je dois dire. C'est clair. Voilà. Ouais. Et ça c'est sans fond, c'est sans fin. On n'épuisera jamais ce truc-là. Donc oui, c'est vraiment un art de l'existence. Oui. Il y a un vrai truc, exactement ce que vous disiez. Enfin, je ne sais plus quelle est la formule que vous avez utilisée, mais c'est vraiment le théâtre, c'est la vie, mais en mieux. Et c'est exactement ça que je cherche. C'est-à-dire que ce soit non seulement aussi vivant que la vraie vie, mais même encore plus vivant que la vraie vie. Parce que justement, on sait ce qu'on raconte, on sait d'où on part, où on veut aller, ce qu'on a envie de déployer, ce qu'on a envie que ça produise chez le spectateur. Enfin, encore une fois, moi j'adore un théâtre qui essaie de faire assister aux gens à quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire les convaincre de quoi que ce soit, mais qu'ils fassent tel voyage avec nous. Non, mais c'est vrai, hein, d'incarner ça, c'est vraiment très joli, enfin très beau, je trouve, la façon dont vous en parlez et dont vous l'incarnez, parce qu'on sent qu'avec d'être parti de ce magnifique petit garçon avec son pull rouge et marine, qui est en étonnement finalement. Hein. Il va à l'école en face, il y a vraiment un univers, on sent la chambre des parents avec une fenêtre télé sur un monde, voilà, et on sent une progression. Et quand même avec des parents qui ont une ouverture et qui sont capables de dire, même si tu n'as pas ton bac, écoute, si c'est ça qui te bloque, tu sais quoi, on t'offrira une année sabbatique, prends le temps d'écouter pousser tes cheveux, ça tombe bien parce qu'ils sont devenus très longs, ce qui permet d'avoir un rôle, comme quoi, hein, des fois. Donc effectivement, il y a cette maturité qui a été tellement progressive, hein, on sent que ça a été solide. Ouais. Je crois que c'est très vrai parce que je me suis toujours pensé comme quelqu'un de très lent.
en fait. J'ai l'impression que, enfin, par rapport à plein de gens, toutes les choses me sont arrivées très tard, que j'ai mis longtemps à comprendre plein de trucs. Enfin, Oui, mais du voilà. coup, c'est super solide. Mais effectivement, c'est très très ancré. Ouais. Hein. Et donc, le secret, ben, c'est le temps long. Et je suis ravie de pouvoir transmettre ça aussi. C'est-à-dire que ben, on n'est pas obligé de savoir ce qu'on veut faire tout de suite. Que des fois, d'où qu'on vienne, les choses peuvent prendre leur rythme. Et que la façon de rester à l'écoute de sa propre sensibilité, ça peut prendre plein de formes. Et puis bah, donc par rapport à mon époque où il y avait 2 grandes écoles nationales publiques, maintenant il y en a. Enfin, donc il y avait déjà la rue Blanche. Mon conseiller d'orientation ne le savait pas, mais elle existait déjà. Mais donc il y en avait au moins 3. Mais maintenant il y a Rennes, il y a Saint-Étienne, il y a Cannes, il y a Bordeaux. Enfin c'est hallucinant le nombre de. Et puis je parle pas des cours privés. Alors là c'est astronomique. Vous avez refait des formations tout au long de votre parcours? Des stages, oui. Ouais, ouais. Régulièrement non, mais le plus souvent possible. Soit avec des techniques différentes, soit avec juste des metteurs en scène ou des auteurs qui proposent voilà, leur univers, leur façon, leur méthode, leur recherche propre. Le dernier que j'ai fait, c'était avec Gérard Watkins bon, voilà, quand j'ai su qu'il faisait un stage, j'ai absolument voulu en faire partie parce que j'ai adoré les 3 pièces que j'ai vues de lui, qu'il écrit, qu'il met en scène. Enfin voilà, c'est vraiment un créateur plus. Et il y a toujours des choses à apprendre. Et puis c'est aussi rencontrer d'autres comédiens professionnels qui viennent de plein d'autres chemins. Et ça aussi, mine de rien, on retrouve un peu cette petite émulation du conservatoire de Tours de l'époque. Du train Tours, Strasbourg-Tours. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est la richesse de l'esprit troupe. Mm. Ça, c'est aussi un truc du théâtre, de l'esprit. Ouais. Cet esprit de troupe est très importante. C'est vraiment une façon d'interagir particulière, Ouais. très propre aux troupes de théâtre. Vous aviez déjà fait partie de troupes, de suivre vraiment une compagnie? J'ai compagnonné pendant une 15aine d'années avec la compagnie Eulalie, dirigée par Sophie Le Carpentier. Alors ça ne veut pas dire que je faisais partie de tous les spectacles, mais je crois que vraiment pendant 15 ans, j'ai bossé avec eux tous les ans. Mais ça pouvait être la compagnie développait plein de trucs parallèles, le Parasol à histoire, dans lequel les gens rentraient, se retrouvaient dans le noir complètement, puis on leur racontait des histoires dans ce noir-là, d'ateliers, je sais pas, plein de formes. On animait le festival du mot pendant plusieurs années, on a fait ça tous les ans, la Charité-sur-Loire. Enfin, on a développé plein de trucs. Elle fourmille toujours, j'imagine, d'idées, Sophie Le Carpentier. Donc voilà, on inventait plein de trucs. Et c'était très joyeux. Et donc oui, il y a un compagnonnage qui s'est fait. Vous avez quand même tissé un réseau qui va avec votre couleur de travail Ouais. aujourd'hui. Ça fait quelques années que je me suis dit ça, en fait. J'avais sans doute la carrière qui me convenait. C'est-à-dire que j'ai pas une grande carrière, personne ne me connaît, enfin voilà, je ne suis pas un grand acteur. Je joue peu sur les grandes scènes nationales, et encore moins internationales. Mais en fait, je pense que l'endroit justement de petites compagnies, de fabrication un peu artisanale, comme ça, C'est vrai. dans laquelle je grouille, me convient très bien. Mais c'est vrai, ça fait tellement du bien. Cette fameuse exception culturelle française perdure. Bah, il y a un truc, alors là, qui pour le coup continue à me nourrir, j'allais dire presque malgré moi, c'est que dans cette espèce je sais pas comment le définir, d'ouragan qui nous débarque dessus, là, d'écran, d'intelligence artificielle, enfin, Marilyn Monroe peut jouer avec Charlie Chaplin dans un nouveau film, enfin bref, tout est possible. Et on ne sait plus. Il y a un truc dans le théâtre, de l'artisanat de ça, de la réunion de vrais gens dans un vrai lieu pour voir des vrais gens. Ensemble. Et c'est vrai que d'être dans une salle dans le noir, quand le noir se fait et qu'on sent les voisins, moi ça c'est un truc, à chaque fois au théâtre je me le dis, il y a une proximité
moi, je sens les épaules de mes voisins, les odeurs de mes voisins, au bon sens du terme, hein. On va vivre un truc ensemble unique, exceptionnel. La lumière s'éteint, on entend tout sauter, on entend des respirations, on entend des fois voilà. Mais il y a de l'émotion. Il y a une place pour l'émotion. Ça met de l'ouverture, de la respiration dans la vie. Je pense que les gens ont énormément besoin de ça. Et d'ailleurs, je pense que le théâtre vivant est loin d'être mort. Moi, je me raccroche à ça en me disant qu'effectivement, il y a un truc qui va même devenir rare. Mon père me disait de moi que j'étais un citadin, et c'est vrai que très vite, je suis parti à la ville parce que c'est là que je suis bien. Je ne sais pas ce qu'il en sera de la fin de ma vie, mais en tout cas, ma vie professionnelle, elle est citadine, c'est sûr. Et je ne le regrette pas, mais j'ai grandi, je me suis fabriqué à la campagne. C'est-à-dire que tout ça, en fait, même si je suis citadin depuis des décennies, c'est constitutif. Je travaille tout avec les promenades en forêt, avec l'odeur de la terre, avec le caca de chien, avec l'herbe coupée, parce que c'est moi qui tournais la pelouse, avec les poules, les légumes que mon père faisait pousser dans le jardin, tout ça, la cuisine qu'il faisait lui-même. C'est mon père qui nous nourrissait et tout était fabriqué par lui. Non, mais les 68 heures ne nous ont pas transmis que des conneries. Hein. Non. Je rigole. Mais c'est vrai. Mais donc, c'est une dimension dont je ne parle pas par rapport à mon métier, parce qu'il n'y a pas de formation de ça, mais c'est vraiment constitutif de l'acteur et puis ça fait faire des liens, la façon dont vous parlez, quand je disais la façon de cultiver un personnage, mais on voit bien comment cette culture de la terre du départ vient solidifier cette façon d'être sur scène avec cette sensibilité-là, parce qu'elle a été construite aussi, des odeurs, du plat, de ce qu'on confectionnait. Et donc pour confectionner un personnage, on peut dire que vous avez appris à confectionner un environnement, quand bien même c'était d'aller regarder la télé dans la chambre des parents. Donc il y a quelque chose qui s'est construit dans la scénarisation de l'intérieur. Et ça, c'est une subtilité, je trouve, très jolie, parce que c'est essentiel d'être en contact avec cette intelligence sensorielle qui nous façonne, et que c'est vrai que des générations plus distanciées de ce relationnel-là, à l'autre et à l'environnement, peut potentiellement désincarner au sens fragiliser la santé mentale. De jeunes en errance, ou comment se construire quand on nous propose d'aller faire la guerre. Si on revient à cette photo de vous, avec cette coupe unique, qui vous va quand même à merveille, vous incarnez déjà un personnage qui, des années plus tard, a son petit effet, j'avoue. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait de lui ? Alors, je dirais pas fier, parce que non, mais très content. Heureux. Ouais, j'ai pas d'ambition particulière, donc j'ai pas eu besoin de les réaliser. Ce qui me donne pas de fierté particulière. Ça veut pas dire que j'ai pas d'exigence, parce que j'essaie vraiment de faire mon métier le mieux possible, ce qui me semble le mieux possible. Mais voilà, je suis assez content d'avoir réussi à mener ma barque et à être finalement à un endroit qui je pense est juste, où je me sens bien. C'est pas mal. Hein. On est d'accord. Hein. J'avoue. Non, mais j'avoue que c'est... Ouais. Bravo. Je trouve que le monde autour est de plus en plus agressif, mais sur mon petit îlot, je me sens d'autant plus au chaud que le monde autour est de plus en plus agressif. Ouais, c'est clair. Envie de partager une dernière chose, Xavier ? Oui, volontiers, que depuis 2019-2020, je suis le second d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Actes Uniques,
dont Violaine Brébion est la directrice artistique. C'est pour ça que je dis que je suis le second. Les projets sont les siens jusqu'à maintenant. On est au 3e projet de la compagnie, là. Et que ça, c'est une aventure très intéressante. Et que donc, si vous avez envie de suivre cette aventure-là, tourne en ce moment donc une adaptation du Cœur des femmes de Martin Winkler, qui est un roman à la base, mais dont Violaine a fait une adaptation théâtrale, que nous interprétons et que nous avons mis en scène collégialement Clotilde Dagneau, Violaine Brébion et moi-même, avec l'aide de David Gauchard. Là, ça existe en tournée, ça se reprendra peut-être dans un théâtre parisien. En tout cas, le spectacle existe et tourne actuellement, si vous avez l'occasion d'aller le voir. Avec grand plaisir que nos auditeurs sont éduqués quand même à avoir une sensibilité. Normalement, s'ils n'écoutent pas la sensoscopie et ils ont envie de cultiver leur perception. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Xavier, merci beaucoup pour ce temps de comédie exceptionnelle. On a navigué dans vos personnages. En tout cas, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Merci à vous. Merci pour votre écoute à tous. Le théâtre, c'est peut-être l'un des derniers endroits où l'on vit ensemble un moment de réel intense, un moment partagé sans écran entre nous. Une salle obscure, des corps, des voix et cette présence invisible du public qui fait tout basculer. Alors si cet échange vous a donné envie, allez au théâtre, retrouvez la compagnie Actes Uniques avec Le Cœur des femmes ou toute autre création qui inspire, qui vous inspire, près de chez vous. Parce que le théâtre reste une expérience sensorielle unique, un temps d'humanité précieuse dans un monde qui se virtualise de plus en plus, c'est excellent pour votre plasticité cérébrale, votre bonne humeur et votre bonheur. On se retrouve quant à nous le 28 décembre avec le dernier épisode de 2025, un cadeau de fin d'année sensoriel comme il se doit, avec une demoiselle exceptionnelle qui vous donnera le bon état d'esprit pour aborder 2026. Et d'ici là, restez sensibles.